On va conclure avec Benoît, donc, que vous connaissez sans doute, mais que je vais présenter quand même, qui est professeur assistant à la section d'histoire et d'esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, diplômé de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Il a soumis à Paris en 2005 une thèse intitulée Daniel Huillet et Jean-Marie Straub, objectivistes en cinéma, publiée à l'âge d'homme en 2009. Depuis, ses recherches sont focalisées sur l'histoire et l'épistémologie des techniques cinématographiques. Il dirige le projet FNS Histoire des machines et archéologie des pratiques Bolex et le cinéma amateur en Suisse. Il y a plusieurs doctorants qui travaillent avec lui sur ce sujet et ils sont tous associés à Technes. Il dirige aussi l'axe de recherche Épiméthée, épistémologie des médias numériques. Son livre, donc, Inventer le cinéma, épistémologie, problème, machine, publié à l'âge d'homme en 2014, a reçu le prix international Mauricio Grande en 2015. Il a depuis co-dirigé avec Valérie Vigneault l'ouvrage collectif L'amateur en cinéma, un nouveau paradigme, publié en 2016 par la FRHC, et pour partie responsable du tout récent, numéro 82, qui est sorti ou qui va sortir. Qui est là à la poste ou en train d'atterrir. Voilà, c'est ça. Bon, ah bah voilà, formidable. C'était rapide. Numéro 82 de 1895, donc centré sur l'histoire et l'historiographie des techniques, dont le sommaire est très alléchant. C'est pour ça que je me suis permis de faire de l'opportunisme, voilà, de bonne aloi, comme on dit, d'avoir un public potentiellement intéressé par ces questions pour la présenter. Voilà. On t'écoute. Merci. Je vais donc être le dernier à remercier des organisateurs du colloque et puis Technes et puis tout le monde qui a permis que ce colloque très intéressant existe. Comme vous allez le voir, ma contribution croise un peu, notamment ce qui a été dit un peu tout cet après-midi, mais en particulier par Caroline. On s'est dit qu'on allait profiter d'aller jusqu'à Montréal pour continuer les conversations qu'on a d'habitude dans la cuisine. Donc, vous allez reconnaître des éléments. Le milieu des années 60 constitue bien sûr, on a cessé d'en parler, un moment nodal dans l'histoire des techniques en cinéma et particulièrement des techniques portables. C'est d'abord l'aboutissement des recherches entamées depuis la fin des années 50, à la fois par des cinéastes, dont Jean Rouch fut l'un des principaux, et des ingénieurs pour l'élaboration d'un système technique portable, léger et synchrone en 16 mm. La mise en vente de l'éclair 16, autour de 63-64, constitue l'un des moments clés de la concrétisation, au sens de Simondon, de cet ensemble technique, rendu ainsi cohérent et disponible. Or, parallèlement, Eastman Kodak met sur le marché en 65 un nouveau format de prise de vue et de projection destiné à un assez large succès, le Super 8. Cette relative coïncidence n'en est en fait pas vraiment une, au sens où ces deux systèmes ne se croisent que sur le principe de la portabilité. Par ailleurs, ils s'adressent à des utilisateurs et utilisatrices radicalement différents. Le nouveau format Kodak est en effet orienté vers le très large public, quand le groupe synchrone léger 16 mm ne concerne alors qu'un nombre restreint de professionnels. Pourtant, l'extrême portabilité du dispositif Super 8 semble ouvrir tout à coup vers des possibles politiques et esthétiques que les partisans du 16 n'avaient envisagé que sur le ton de l'utopie. Bien sûr, ce format nouveau a des inconvénients, mais ces caméras si légères, maniables, simples, fonctionnant sur pile, peuvent aussi faire écho pour certains des cinéastes du direct à des pratiques qui ne sont chez eux pas si anciennes. La petite Bellowell à ressort utilisée par Jean Rouch pour, par exemple, les maîtres fous, a peut-être finalement plus à voir dans son poids et son usage avec une caméra Super 8 qu'avec la majestueuse, on peut en convenir, Éclair 16 que Rouch participa à imaginer, si on veut bien. Un problème se posait pourtant, bien sûr majeur dans cette perspective, le Super 8 est né muet. Cela ne semblait pas un inconvénient important pour l'usage dominant du format, et d'ailleurs le Super 8 est resté muet de façon largement majoritaire dans l'utilisation pour laquelle il fut pensé de films de famille. Le son, en effet, complexifie nettement le dispositif de prise de vue, ainsi que la post-production, et augmente tous les coûts afférents. Même si la période est aussi celle de la diffusion de l'enregistrement sonore amateur, on revient à des choses dont on a discuté en début de colloque, sur bande magnétique puis sur cassette compacte, l'intérêt du développement du Super 8 sonore pouvait ne pas apparaître évident aux industriels. Certains pourtant proposèrent des systèmes. Après quelques tentatives peu concluantes, c'est en 1968 que Bellowell met en vente le premier système Super 8 sonore synchrone, nommé Filmosound 8.
Il consistait en un ensemble de caméras, enregistreurs sonores magnétiques et projecteurs, synchronisés par l'inscription sur la bande, parallèlement au son, d'un signal horloge destiné à corriger la cadence du projecteur. Système proche sur le principe du pilotone utilisé en 16 mm. Après, il y aura des systèmes de compatibilité pilotone pour les usages suivants. Mais le procédé de Bell-Howell ne semble pas avoir eu le succès escompté. 5 ans plus tard, en 1973, c'est Eastman Kodak qui réitère en annonçant le système Ectasound. Cette caméra pourvue de cassettes spécifiques enregistrait le son directement sur la pellicule par l'intermédiaire d'une bande magnétique couchée sur le support. En fait, le Super 8 a été d'emblée pensé pour garder la place pour cette éventuelle piste magnétique. Elle permettait donc la réalisation de films synchrones en single system avec une seule machine, contrairement au double system de Bell-Howell qui supposait 2 appareils. Le succès fut cette fois encourageant et a engendré une rupture importante. Les autres fabricants, états-uniens, européens et asiatiques, imitèrent le principe, et en janvier 1976, on comptait, selon l'historien Alan Cattell, 18 modèles différents de caméras Super 8 sonores, s'étalant d'environ $200 pour une Ectasound 130, proche du modèle qu'on voit ici, jusqu'à plus de $2000 pour la Beaulieu 5008S, qui est un peu le chef-d'œuvre du genre. Ce développement participait à positionner le Super 8 sur un nouveau champ, un peu différent. Au-delà de machines extrêmement simples, destinées au public le plus néophyte, émergeait un ensemble d'appareils visant des utilisateurs et utilisatrices plus exigeants. On vit alors une amélioration de la qualité d'enregistrement d'images et de son dans des caméras plus ou moins haut de gamme. Le début des années 70 vit par exemple l'apparition de caméras dites XL, non pas qu'elles soient plus grosses, mais qu'elles peuvent fonctionner en Existing Light XL, ne nécessitant donc pas de rééclairage, dotées d'objectifs ouverts, 1.2, 1.1 des fois, et d'obturateurs adaptés. Ceci en lien avec la commercialisation de pellicules de plus haute sensibilité, jusqu'à 160 ASA, voire 400 pour des choses plus exceptionnelles. Dès novembre 1975, la revue corporatiste états-unienne de chef opérateur American Cinematographer produisait une série d'articles sur le développement du Super 8 professionnel. Donc, il y a plusieurs articles à la suite dans le numéro, qui font le point sur les différentes techniques et matériels sonores disponibles. C'est à cette période et en lien avec ces évolutions que Jean Rouch s'intéresse de plus en plus près au nouveau format. À partir des années 70, en effet, donc Caroline en a parlé tout à l'heure, Rouch semble se trouver confronté dans certains contextes spécifiques de son activité à des limites du dispositif 16. Rouch restera attaché jusqu'à la fin de sa carrière au 16 dans son travail de cinéaste, mais pour certains usages, le format reste cher, relativement complexe d'utilisation et finalement encore lourd. C'est le contexte pédagogique, d'abord, qui amène Rouch à revenir sur le choix du 16 comme système universel. La fin des années 60 le voit en effet s'engager dans le renouvellement institutionnel qui marque alors l'université française. Après avoir participé dès 1969 à la création de la section cinéma de l'université de Nanterre, il fonde en 1976 un diplôme d'études approfondies et un doctorat de cinéma anthropologique. Pour Rouch, ce DEA, qui est une sorte de master spécialisé, si on veut parler de langage contemporain, doit avoir une dominante filmée, mais il se trouve face à une impasse, car la réalisation de films par les étudiants en 16 s'avère impensable dans le cadre budgétaire qui lui est imposé, même si, en fin politique qu'il était, il est parvenu à doubler par le CNC l'investissement de l'université. Le cinéaste ethnologue se tourne alors dans une démarche consciemment un peu expérimentale, lorsqu'il en raconte, on sent qu'au début, il n'était pas sûr que ça donne quelque chose, vers le Super 8. Or, de manière aussi singulière que décisive, c'est au single system que Jean Rouch s'intéresse. C'est plus précisément, je cite donc Rouch, lorsqu'on a eu du matériel à peu près possible en single system, raconte-t-il en 1978, que Rouch a pu s'intéresser au Super 8. C'est donc vraiment nodal. C'est lors d'une réunion avec des collaborateurs, notamment Vincent Blanchet et, dit-il, Jean-Pierre Boviala, en octobre 1976 au Festival de Thonon-les-Bains, que Rouch dit avoir, je cite, pris parti pour le Super 8 le plus simple, surtout pas de montage sonore, tout en direct, montage en direct, cut. Pas facile de lire des citations de Jean Rouch. Bon. Bien sûr, ce parti pris de la plus grande simplicité possible ressemble bien à l'ethnologue, mais d'un autre côté, on peut aussi s'étonner de ce choix.
pour un cinéaste, de la part d'un cinéaste obsédé par le son et l'écoute de la parole. L'un des principaux problèmes du single system, en effet, porte sur le montage sonore. En cinéma argentique, pour des raisons techniques fondamentales, le son et l'image qui correspondent ne se situent pas au même niveau sur la pellicule. C'est une question de place pour les dispositifs, mais aussi vient du fait que le défilement du film doit être intermittent au niveau de l'objectif, mais continu au niveau de la tête son. Il faut donc un décalage sur la bande entre l'image et le son qui lui correspond, qui est calé à 18 photogrammes en Super 8. Par conséquent, une coupe de la pellicule en single system est décalée au son d'une seconde ou presque dans la temporalité du plan. Le raccord ne peut concrètement pas être propre. Jean-Pierre Boviala, proche de Rouch à cette époque, en tout cas ce que dit Rouch, a en fait déposé en 69 et obtenu en 71 un brevet pour un système qui réglait ce problème. Il s'agissait d'intégrer dans la caméra et dans le projecteur un dispositif de retard derrière la tête son. Ainsi, l'inévitable décalage de position de la tête d'enregistrement ou de lecture du son par rapport à l'objectif était compensé par un retard équivalent de l'inscription ou de la reproduction. Et le son pouvait être inscrit sur le film au même niveau que l'image. Je ne sais pas si je suis hyper clair, on peut y revenir dans la question aussi. Ce retard, qui était donc sur le circuit d'enregistrement du son, s'opérait au prix d'une dégradation de la qualité du signal sonore, que Boviala précise dans le brevet, suggérant que le dispositif, je cite donc le brevet de Boviala, trouve tout particulièrement son application dans les appareils où ce signal est à un moment donné transformé en signal digital. Fin de citation. Mais la réalisation concrète se heurta à des difficultés. Selon Rouch, en 1978, qui s'attribue la paternité commune avec Boviala du dispositif, c'est un truc qu'ils ont fait ensemble, je cite, c'était un gadget dont le prototype a coûté une dizaine de millions. Donc il y a eu un prototype, selon Rouch. Fin de citation. Pour un enjeu qui, selon lui, finalement ne valait pas la peine. Le projet a donc apparemment été abandonné. Toujours d'après Rouch, je cite encore, ça a d'ailleurs servi à préparer la paluche et une série d'histoires de mise en mémoire du digital, donc ça a servi, mais ce n'était pas très intéressant. Fin de citation. Le décalage son-image a donc persisté, et s'il est décrit comme un inconvénient relativement mineur par l'ethnologue, il fut perçu comme majeur par nombre de ses contemporains, comme Richard Leacock. Rouch rencontra Leacock à plusieurs reprises, notamment lors d'un séminaire de 3 semaines donné au MIT en juillet 1978, mais aussi quelque temps avant. Rouch raconte qu'ils sont allés tous deux au Japon démarcher Fuji avec un cahier des charges, encore un, pour la production de matériel Super 8 de qualité professionnelle. Projet qui a été refusé par les industriels japonais. Leacock s'intéressa tôt au Super 8 pour des raisons similaires à Rouch. Il avait été engagé en 1968 par le MIT pour fonder dans ses murs un département de cinéma, et constata lui aussi que la cherté du 16 mm, même avec le budget du MIT, empêchait de faire tourner des films aux étudiants avec la liberté nécessaire. Il se tourna donc vers ce nouveau format, et cinéaste du direct lui aussi, mais formé comme ingénieur, il commença à bricoler des caméras Super 8 pour obtenir un son de bonne qualité. En 1971, il obtint du MIT une bourse de 300 000 $ pour développer un système Super 8 sonore synchrone complet. Mais lui opta pour le double system. Il modifia une caméra de la marque allemande Niso, alors fabriquée par Braun, la Niso S56, a été insonorisée par Leacock par un blimp, et quelques accessoires en ont été enlevés, le zoom électrique, le variateur de cadence, l'intervallomètre, notamment pour permettre un gain de poids et de volume qui compense les autres modifications. Le moteur de la Niso a été calé à 24 images par seconde, ce qui est rare en Super 8, on tourne plutôt à 18, et a servi à une horloge à quartz. Il lui a adjoint un enregistreur à cassette Sony TC124, également modifié pour asservir la cadence à un quartz. Le micro était muni d'une télécommande permettant de contrôler l'enregistreur, ainsi que d'une petite diode pouvant au besoin envoyer un signal de synchro visuel à la caméra au lieu d'un clap physique. Le son de la cassette était ensuite repiqué sur bande magnétique au format Super 8 par un enregistreur Tandberg modifié, ce qui permettait un montage image et son sur table horizontale à 8 plateaux. Le son était ensuite couché avec l'image sur du Super 8 sonore, toujours magnétique donc. Le double system de Leacock revenait finalement à un système Super 8 exactement équivalent au système du 16 professionnel. 2 machines image et son distinctes, mais synchrones, sans fil,
un montage reproduisant la logique et les enjeux des pratiques, documentaires aussi bien que fictionnels, l'ensemble permettant un résultat de la meilleure qualité possible, à l'image autant qu'au son et au montage. Ce système paraît appeler en retour une équipe similaire à celle du cinéma direct, c'est-à-dire 2 personnes au moins, un opérateur et un ingénieur du son. Or, comme le montre l'illustration de Popular Photography, la modification du micro avec la télécommande, qu'on voit là manipulée, et la diode de synchro notamment, est pensée pour rendre possible l'usage du double system par une seule personne, ce que la légèreté des appareils autorise. Leacock produisit donc un ensemble cohérent de machines modifiées spécifiquement. Caméra, enregistreur, repiqueuse son, table de montage et projecteur. Ensemble qui fut mis en vente, à la fois sous forme de machines séparées et comme système complet. Celui-ci semble parfaitement adapté au projet pédagogique que Rouge cherche à mettre en place, or il le refuse, au profit d'un single system qui ne peut techniquement pas fournir un film monté correspondant aux exigences d'une diffusion professionnelle. Pourquoi ce choix ? Alors on peut proposer plusieurs types d'hypothèses. Les premières raisons tiennent sans doute au contexte pratique dans lequel Rouge travaille. Le système de Leacock était remarquable sur de nombreux points, mais coûtait relativement cher, 7 500 $ de l'époque. C'est plus que nous avions espéré, affirma Leacock, mais l'équivalent en 16 serait entre 20 et 30 000 $. Fin de citation. Ceci dit, d'autres systèmes de Super 8 sonores à vocation semi-professionnelle ou professionnelle avaient été mis sur le marché à l'époque. L'article de Popular Photography de janvier 1974 en mentionne 2 autres, chacun avec des logiques différentes, mais adaptables à des caméras Super 8 standards et moins coûteux. Tous deux ont en tout cas, dans le cadre d'un usage projeté de type professionnel, ils sont tous les deux en double system. Rouge, par ailleurs, n'enseigne pas a priori la réalisation à de futurs cinéastes, mais à des apprentis ethnologues. La question du calage sur les exigences et les pratiques, surtout, du milieu cinématographique, qui paraît avoir guidé Leacock, se trouve minorée, sinon exclue. Les contextes pédagogiques peuvent donc rapprocher le français et l'américain, mais aussi les éloigner. La citation donnée déjà de Rouge renvoie toutefois à d'autres types d'arguments. Il s'est agi pour lui d'opter d'abord pour le Super 8 le plus simple. Il ne faut pas que la manipulation de l'appareillage soit complexe à quelque degré que ce soit. Une caméra et un magnétophone séparés, c'est déjà trop, même synchrone et même sans fil. 2 machines à allumer et éteindre, un signal de synchronisation à donner en début de chaque plan, 2 fois plus de piles à garder et surveiller, etc. Et il faudra repiquer le son, et le montage se fera sur plus de plateaux, etc. Tout cela alourdit singulièrement l'ensemble du processus. Ce n'est donc pas directement la portabilité qui est mise en cause par Rouge. Les formes de Super 8 double system sont toutes portables. Mais pour l'ethnologue, la portabilité matérielle des machines est associée avec la nécessaire simplicité de leur utilisation. C'est cette simplicité qui garantit la spontanéité, la réactivité, le dynamisme, la vie, le direct. Tout en direct, montage en direct, cut. La vitesse d'exécution est primordiale. Alors ce n'est pas que l'on peut se passer d'un traitement du son subtil et complexe, c'est que celui-ci est nuisible, qu'il faut s'en débarrasser, surtout pas de montage sonore. Ces questions vont se reposer pour lui au moment d'une expérience dont Caroline a montré qu'elle était fondatrice à mains égards. En septembre 1977, Rouge se rend donc dans la toute jeune République populaire du Mozambique. Le nouveau pays s'est, dès son indépendance, doté d'une politique audiovisuelle ambitieuse, fondant en 1975 un Institut national du cinéma, qui sera placé en 1978 sous la direction du grand réalisateur brésilien d'origine africaine Rui Guerra, et chargé de produire et diffuser en 1935 et en 1916 des actualités et documentaires. En 1978, le Mozambique fait en outre venir Jean-Luc Godard et sa société Sonimage dans le but de fonder avec lui une télévision nationale basée sur le tournage en vidéo. Rouge, quant à lui, propose de tenter l'expérience pilote de création d'ateliers Super 8 dans le cadre de l'Université de Maputo et avec un financement français issu au titre de la coopération de la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des Affaires étrangères. Celle-ci, je cite donc le document, accepte le principe du financement de 10 séries complètes, caméras, visionneuses, monteuses, projecteurs et développeuses de matériel Super 8, ainsi que le détachement de 3 experts du CNRS, chargés à la fois de la formation des utilisateurs du matériel et des premières productions qui pourront servir d'exemple. Fin de citation. L'ensemble du matériel, pour un total, dit le document, de 600 000 francs, arrive sur place avec les experts Miguel Alencar, Nadine Vanono et Philippe Constantini, ainsi que Françoise Foucault du comité du film ethnographique
le 3 juin 1978. Les ateliers durent du 4 juin au 31 août avec une vingtaine de participants mozambicains. Rouch leur rend visite pour opérer un bilan à la fin de cette période. Parallèlement à l'amélioration de la qualité sonore du single system, c'est une autre innovation qui achèvera de convaincre Rouch de l'intérêt du Super 8, tout particulièrement dans ce cadre, d'une importance majeure pour lui, d'une utilisation à vocation de démocratisation et dans le contexte africain. Cette innovation est l'apparition, Caroline l'a encore mentionné, de la développeuse dont on parle dans le texte de la DGR-CST, c'est-à-dire le laboratoire autonome Supermatic 8 Kodak, en 1975, machine automatisée qui permet le développement des bobines en une dizaine de minutes. Le système du développeur instantané Kodak bouleverse tout, et ça c'était ma grande découverte, dit Rouch à Pierre Haffner en novembre 1978. Apparaît ici une dimension que je crois cruciale pour Rouch. L'expérience des ateliers Super 8 était pilote en ce que pour lui, elle pouvait démontrer par l'exemple la possibilité de création de cinématographie en Afrique sur un mode proche de ce qu'avait imaginé Ruspoli sur la pertinence du groupe synchrone cinématographique léger pour la fondation d'un cinéma dans les pays en voie de développement, mais avec une efficacité peut-être nouvelle en 1978. Cela a été permis par le moindre coût de l'appareillage, mais aussi parce que, soudain, au-delà de la seule caméra, il apparaissait un ensemble technique, cohérent et complet, entièrement transportable. C'est cela la différence majeure avec l'époque, par exemple, de la Bellowell-Arsor. Maintenant, on peut avoir une autonomie complète, dit Rouch. La portabilité n'est ici donc pas seulement celle de la caméra, mais celle de l'ensemble du réseau technique cinéma, de la totalité de la chaîne opératoire du film, depuis la prise de vue jusqu'à la projection, en passant par le développement. Ceci doit inclure, par exemple, la question de l'électricité. Rouch précise ainsi, on a aussi entendu parler dans l'exposé de Caroline, d'un petit groupe électrogène Honda 300 watts qui pèse moins de 20 kg et a 3 heures d'autonomie. Lui aussi est donc portable et dès lors on peut tourner et projeter en pleine brousse. Point d'exclamation, dit Rouch. Bien sûr, tout cela reste complexe. D'abord, la développeuse est transportable, mais, je cite encore Rouch, pèse quand même 100 kg et doit coûter dans les 5 millions de centimes. C'est du hardware. Fin de citation. Surtout, à mesure des expériences, Rouch s'aperçoit que la légèreté formidable du matériel, la portabilité extrême du dispositif, trouvent leurs limites dans leur réalisation concrète. Le matériel de série n'est pas entièrement adapté et doit être modifié. Il explique à Louis-Marc Aurel, je cite, « Le son reste aujourd'hui comme en 60 le guide des films que nous faisons. Il doit donc être parfaitement audible. Le cinéma direct est un cinéma de parole. Dès lors, si l'on ne comprend pas ce qui est dit, le film n'existe plus. » Fin de citation. Il faudra donc acheter de meilleurs micros, ainsi que des bonnettes de protection contre le vent. Les acheter ou celles-là peut-être les bricoler. Il faudra aussi de bons écouteurs pour l'opérateur. Autant d'achats supplémentaires non prévus au départ, mais aussi d'alourdissement du dispositif. S'il faut une perche, il faut aussi un perchiste. Ce perchiste sera lié par câble à la caméra puisque le son s'enregistre sur la pellicule. Ainsi, Rouch se retrouve au nom de la simplicité du single system avec un câble liant micro et caméra, quand le double system de Leacock était synchrone sans fil. Rouch décrit par ailleurs un deuxième problème, les projections de brousse. Il faut des enceintes sonores énormes parce que les types gueulent, crient, etc. Il n'y a rien à faire, ils n'entendent pas. Alors on a encore résolu ce problème et on entre à nouveau dans un truc pseudo-absurde, c'est-à-dire que pour un projecteur Bauer qui coûte, disons, 500 000 centimes, il a fallu acheter une enceinte sonore qui en coûte 300 000. Fin de citation. Parti avec le matériel fourni par la France, le processeur Kodak, 10 projecteurs Bauer, 10 tables de montage visionneuses Erno, 10 colleuses, 10 caméras Sankyo XL60, garantie 3 ans, précise Rouch, avec batterie, et 4 groupes électrogènes Honda, l'équipe de Rouch doit donc ajouter des éléments complémentaires afin d'adapter l'ensemble technique ainsi constitué à la tâche qu'il se donne et aux conditions concrètes de sa mise en œuvre, notamment 12 écouteurs et 10 magnétophones, 2 UR et 8 Sony pour préciser, utilisés non pas pour les tournages, mais pour l'ajout de commentaires et de musique sur les images. Restent plusieurs problèmes techniques plus ou moins gênants. Les zooms sont de mauvaise qualité sur ces caméras et on ne dispose pas de grands angulaires, comme on l'aura peut-être noté dans les annotations que j'ai indiquées. Ce qui complique l'opération de mise au point d'une part, et, peut-être de manière plus gênante encore, impose une distance relativement importante entre caméra et sujet filmé. Mais surtout, le Super 8 est un format inversible, qui produit un positif direct, copie unique, sans négatif. Cela permet la rapidité de traitement, mais empêche l'obtention de copies.
Il n'y a qu'un original qui s'abîme très vite à chaque projection. Rouch, au départ, s'accommode très bien de cette idée, cohérente avec le modèle de la carte postale qu'a expliqué Caroline, a priori éphémère, même si elle a aussi une dimension d'archive et existant en un exemplaire unique. Mais assez vite, cette contrainte va s'avérer problématique. Rouch s'apercevant en cours de projet qu'il était absolument nécessaire de conserver, dit-il, certains de ses films, d'un intérêt esthétique et politique largement supérieur à ce qu'il avait prévu. Il faut donc faire des copies à partir des positifs originaux substandards, sans négatif, opération pour laquelle il commence par bricoler des choses, en refilmant un écran, etc., mais ce n'est pas satisfaisant, et donc il demande une tireuse spéciale à Beaulieu. Je cite, « Un appareil à la fois projecteur et caméra, il y a des problèmes de vibration, ce n'est pas tout à fait au point, mais ça fonctionne. » Fin de citation. Machine qui ne peut que s'avérer évidemment très coûteuse. Rouch insiste sur un autre point qui m'intéresse beaucoup. Je cite, « Il serait enfin temps que des cinéastes des pays en voie de développement participent à la mise au point du matériel dont ils se serviront plus tard. » Fin de citation. Pour lui, la simplicité mécanique et le faible coût du matériel Super 8 doivent permettre aux cinéastes d'apprendre non seulement à s'en servir, mais aussi à le réparer, voire à le modifier en fonction des conditions. L'autonomie rêvée d'une cinématographie réellement africaine, qui ne dépendrait plus techniquement de l'Europe, requiert, ou des États-Unis ou du Japon, requiert un matériel que l'on peut et que l'on sait, sinon fabriquer, on peut en rêver, mais ce n'est pas pour tout de suite, du moins en tout cas réparer. Il faut donc choisir les appareils en fonction et organiser la formation des utilisateurs. Ainsi, dit-il, une équipe d'étudiants de Nanterre suivit un stage chez Kodak pour apprendre non seulement à se servir du processeur, mais aussi à le démonter et le réparer en cas de panne. Ce qui est obligatoire, précise-t-il, quand on est à des milliers de kilomètres de tout réparateur agréé. Fin de citation. Rouch signale également dans une note technique de bilan des 2 mois de travail que si les visionneuses monteuses sont très pratiques et de très bonne qualité de reproduction sonore et visuelle, elles sont fragiles et difficilement réparables. C'est un problème évidemment majeur. Godard s'est trouvé face à cette difficulté lorsqu'il a voulu tourner en vidéo au Mozambique, parmi d'autres difficultés. Le matériel électronique est aussi fragile, d'autant plus ici qu'il n'est pas conçu pour les climats ni la lumière d'ailleurs mozambicains, et il demande pour sa réparation des compétences électroniques très spécifiques. Le choix du film Super 8 apparaissait, grâce à la développeuse, comme le compromis idéal, offrant à la fois l'autonomie technique et la rapidité de production, sur la base d'un matériel économique et réparable, et finalement essentiellement portable. Pourtant, ce système ne fut finalement pas viable, à cause d'importants débats engageant des problématiques à la fois techniques, esthétiques et géopolitiques, mais aussi de circonstances plus générales d'histoire des médias. Parallèlement à ces discussions, en effet, la vidéo s'est progressivement démocratisée. Elle passa notamment d'un appareillage essentiellement double system, le porte-à-pack à magnétoscope séparé, à des caméras se rapprochant en portabilité de la légèreté du Super 8. À cette simplification des appareils se joignait la baisse des coûts, progressive, lente, et l'immédiateté du résultat, qui transforma les attentes. Peu à peu, le Super 8 se restreignit à un usage plus ou moins de niche, même si la vidéo a gardé ensuite, et jusqu'à aujourd'hui le numérique pour certains, certains des défauts de ses débuts. Fragile, peu réparable, peu adapté aux lumières africaines et à ses températures. Les projets, les utopies de création de cinématographie africaine indépendante resteront vivantes sous plusieurs formes dans les années suivantes, ravivées parfois par l'émergence de techniques nouvelles. La dernière en date, le numérique, semblant promettre à son tour la possibilité de création de systèmes techniques autonomes et portables, capables de parcourir le monde. Je vous remercie. Ça va bien. Merci beaucoup à tous les trois. Je disais donc que merci beaucoup à tous les trois. Benoît, j'aurais une question à te poser sur le... Est-ce que tu sais des choses sur le type d'émulsion Super 8 qui était employé par Rouch à l'époque? Parce que une partie des problèmes que tu soulèves peut être liée à ça, il me semble. D'une part, on sait que toutes les émulsions Super 8 n'étaient pas forcément inversibles. C'est notamment le cas des émulsions noir et blanc, qui sont de plus nettement plus simples à développer. C'est-à-dire que quand tu as abordé la question de la développeuse, qui était quand même lourde et coûteuse, une partie des problèmes qui se sont posés à Rouch peuvent être en partie contournés par le choix du noir et blanc,
plutôt que de la couleur. Donc il y avait ça, c'était une première chose, alors qu'évidemment avec le Kodachrome 40 par exemple, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Cela dit, il reste quand même avec le Super 8 une complication qu'on n'a pas paradoxalement avec le 16, c'est que les cartouches sont, quelle que soit l'émulsion, très compliquées à démanteler, mais ce n'est pas une difficulté qui est totalement insurmontable. Donc j'ai pensé à ça parce que assez tôt dans ta communication, je me suis dit, l'histoire que tu racontes, là, celle de Rouge, mais ça, tu le sais bien, recroise une autre histoire qui est celle des labos indépendants, dans laquelle la recherche de l'autonomie est fondamentale et absolument première pour des raisons économiques, mais aussi, disons, politiques de manière très large. Merci Eric. Je ne sais pas si ça marche. Ok, parfait. Effectivement, c'est une question très intéressante. Alors, j'ai pas de renseignements sur les émissions concrètes utilisées rouges. Ce qui est très passionnant en soi, parce que en fait, ça relève de quelque chose qui nous concerne un peu tous, c'est le centrement sur la partie mécanique de la mécanique, au détriment des autres aspects de ce qui rentre dans le cinéma, c'est-à-dire... Ah bah donc ça marchait pas, donc on dit que ça marche. En fait, bah c'est ça. Ah voilà. C'est ça. D'accord. Donc maintenant tout le monde m'entend et donc effectivement ça dit quelque chose du fait que Rouge, qui rentre dans tous les détails possibles de ce qui fonctionne ou fonctionne pas avec la caméra, la visionneuse, machin, etc., ne parle jamais des émulsions. Alors par ailleurs, dans les discours de Rouge, il y a la question de la couleur, elle est importante. C'est-à-dire c'est en couleur et synchrone. C'est ça l'intérêt. Alors, dans son travail de cinéaste aussi, il a assez peu fait de noir et blanc. Alors, je ne connais pas l'intégralité de l'œuvre de Rouge, mais à ma connaissance, la couleur est fondatrice pour lui. Je pense qu'il y a un truc de rapport à la question africaine qui est aussi là. Godard, quand il tourne en vidéo, son problème, c'est les couleurs, ça ne va pas, quoi. La vidéo de 78, il raconte qu'il a été filmé sur les marchés. Ben, évidemment, il y a de la couleur, puis évidemment, ça ne va pas, quoi. Donc la couleur était... Il ne parle jamais d'un moment où il se serait fait ce raisonnement, c'est-à-dire de dire, bon, ça aurait été plus facile en noir et blanc, mais, etc. C'est tout de suite la couleur. Et je pense que dans le DEA de Nanterre, c'est aussi tout de suite, quand il en parle, on voit que, enfin, quand il décrit les films, la couleur est toujours là. Donc je pense qu'il n'a jamais envisagé de mettre en place un système noir et blanc. Alors effectivement, ça croise la question des laboratoires indépendants sur la question de l'autonomie, et puis de créer des systèmes qui soient à échelle non pas industrielle, mais à échelle artisanale. Donc c'est des raisons géopolitiques pour le cas africain, c'est des raisons politiques différentes pour les cas d'autonomie des indépendants, mais l'idée c'est quand même de se défaire d'un lien qui serait trop fort entre le cinéma et la dimension d'échelle industrielle, disons. Et c'est vrai que c'est là où il est dépendant aussi, c'est-à-dire que malgré tout, les appareils Super 8, qui sont pour lui la solution, sont des instruments de série, qu'il est quand même assez difficile, et il faut l'ICOC quand même pour faire des trucs un peu modifiés et tout, et c'est quand même pas des machines très faciles à modifier, réparer et tout, malgré tout, ne serait-ce que parce que c'est du plastique et tout, pour beaucoup d'entre elles. Donc, mais effectivement, oui, ça croise pleinement ça. Justement, ça tombe bien sur ce système développé par l'ICOC. Est-ce qu'on a des preuves de savoir si ça marchait vraiment bien, ou si c'était un peu... parce que je me rappelle plus exactement la date que vous avez citée, j'ai pas eu le temps de la noter. Mais Pour la création du système de l'ICOC, ouais. Il a obtenu la bourse en 71, si je me souviens bien de ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Donc la bourse du MIT pour le développer, et c'est mis en vente, en tout cas on en trouve des traces certaines au 74-75. Quand les gens décrivent, c'est le top, mais trop cher, et bon, en fait, c'est un peu trop... finalement, on n'a pas besoin de tant que ça. Sophistiqué, c'est manifestement pensé par un professionnel, etc. Et donc les gens... je ne pense pas que ça ait marché commercialement trop, parce que, d'après ce que je comprends, en fait, les gens ont préféré adapter des caméras Super 8 un peu standards pour les faire
marcher avec des enregistreurs, etc. Donc avec des systèmes moins coûteux et moins exigeants et tout ça. D'accord, parce que ce qui était intéressant, c'est que j'avais vu. Alors, évidemment, en France, en même temps, Boviala développe en fait le même système, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a servi sur un quartz les deux appareils et il trouve une manière, donc lui c'est le marquage, mais là il trouve une manière en fait de marquer la temporalité. Et moi ce que j'avais vu, mais alors j'ai pas eu le temps vraiment de creuser, c'est que ça n'avait pas tellement. En fait, ce double system, finalement, n'était pas porteur du côté de la télévision américaine. Il y avait une vraie demande, en fait, de single system. Et, Je pense que c'est aussi des traditions techniques, c'est-à-dire Mhm. que la télévision américaine a beaucoup travaillé avec l'Oricon, la CineVoice, qui était une caméra single system. On enregistrait le son en même temps que l'image. On peut remonter même au Movietone si on a envie, mais en tout cas, de manière dans la télévision, l'Oricon que va modifier l'ICOC pour refaire du double system. Cette double piste technique à un moment et les débats et les controverses en fait sont vraiment intéressantes parce que aussi bien en 16 ça s'est posé qu'en Super 8, etc. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens ou aller dans le sens du single system? C'est vraiment très intéressant. Alors on pourrait même d'ailleurs je trouve que le dispositif qu'invente Boviala donc pour mettre l'image et le son au même endroit sur la bande, dans son rêve de synchronisation dont vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant qu'il y ait un imaginaire chez lui de dire il faut que le son et l'image soient synchrones. C'est bizarre qu'ils ne soient pas en même temps sur la bande, c'est mieux quand même s'ils sont synchrones, ils sont aussi synchrones sur la bande. Je trouve que finalement il y a un truc d'imaginaire technique qui est plus intéressant par rapport à ce que ça dit de Boviala qu'un truc que peut-être il n'a jamais pensé mettre en application réelle, mais je ne sais pas si peut-être je me lance. en même temps, c'est un single system. Et lui, il dit toujours, enfin, moi, j'ai jamais trouvé de moment, mais peut-être Alexia, tu pourras nous aider là-dessus, où il dit que, enfin, même pour le citer, il dit que c'est une grosse connerie, quoi. Il dit vraiment, le single system, c'est la pire chose qu'on ait fait. Enfin, donc, je sais pas si toi, Alexia, peut-être tu as quelque chose là-dessus. Sinon, s'il y a un moment, il réfléchissait parce qu'en fait, il a développé plusieurs systèmes. Ouais. Mais Rouche, en tout cas, quand il dit à Thonon-les-Bains avec Blanchet et Boviala, on a dit single system. Genre, on en a discuté longtemps ensemble, on a pris une décision. Le bon système, c'est le single system. Je ne sais pas qui a discuté et qui a décidé. Ok, parce que ce que dit Boviala, c'est moi, j'ai toujours été pour le double system. Et parce que c'est une grosse connerie. Et du coup, voilà, en gros, on sait il s'est joué quelque chose sans doute à ce moment-là, à ce niveau-là. Ouais. Parce que la position de Leacock, elle est aussi intéressante. C'est-à-dire que Leacock, il a une position intermédiaire. À la fois, il est du côté du double system parce qu'il exige quand même un certain professionnalisme. Puis il est au MIT, il va former des gens qui sont censés être un peu la crème du machin. Donc, il est du côté du double system et en même temps, Leacock a un peu le discours de Rouge de dire mais de toute façon ce fétichisme de la technique, le 35 c'est vraiment nul, tous ces gens qui travaillent dans les studios ça ressemble à rien, etc. Et donc il a une position de rebelle un peu qui ressemble plus à Rouge de ce point de vue-là et qui fait qu'il va dire même le 16 c'est trop bien, c'est trop propre, c'est trop, on a besoin du Super 8 comme ça. C'est vrai.